Bien. Alors, ceci dit, justement, on va parler de thalassémie. En fait, j'avais dit un mot sur cet essai clinique qui vient de paraître il y a moins d'un an, avec un vecteur lentiviral. Et alors là, non plus pour une maladie rare comme l'adrénoleucodystrophie ou les maladies par immunodéficience, mais justement une de ces hémoglobinopathies. Il s'agit là d'une bêta-thalassémie. C'est que l'hémoglobine, qui est évidemment nécessaire pour le transport de l'oxygène dans nos globules rouges, est une protéine qui est formée de deux sous-unités différentes. Il y a 4 sous-unités, mais il y a 2 sous-unités alpha, 2 sous-unités bêta. Et vous avez besoin, pour faire de l'hémoglobine, d'autant d'alpha que de bêta. Si il y a une mutation dans un gène qui fait que vous fabriquez moins d'une des chaînes, ça devient catastrophique. Surtout s'il y a vraiment une différence. Et donc, ça entraîne des anémies très sévères. Ça peut entraîner des anomalies des globules rouges. Dans certains cas, ça c'est pour l'anémie falciforme. Mais, disons, ça entraîne des anémies extrêmement sévères. Et à cause de cette histoire de paludisme, les hémoglobinopathies, dont les bêta-thalassémies, sont des maladies qui atteignent des millions de gens. Alors, pas, pour dire comme Sarkozy, dans les Français de France, enfin en tout cas ceux qui sont vraiment... parce qu'effectivement il n'y avait pas trop de paludisme en France, mais c'est une maladie qui est assez fréquente en Italie, parce que dans la plaine du Pô, il y avait plein de paludisme. C'est une maladie qui était fréquente en Afrique, donc dans toutes les populations comme la Réunion ou la Martinique, etc., c'est fréquent, ou dans les populations migrantes, c'est fréquent en Asie du Sud-Est, etc. C'est donc la bêta-thalassémie dans les formes graves, donc qui sont fréquentes, pour qu'il puisse y avoir une survie des personnes, il faut leur faire tout le temps des transfusions. Le problème, c'est que quand vous faites tout le temps des transfusions et en plus l'organisme sent qu'il n'y a pas assez de globules rouges normaux, alors il essaye d'en faire plus et ça entraîne une dysrégulation du métabolisme du fer. Et cette dysrégulation du métabolisme du fer, le fait que vous avez tout le temps des transfusions, fait qu'il y a du fer qui s'accumule. Et quand il y a du fer qui s'accumule, c'est pas bon du tout pour le cœur et c'est pas bon du tout pour le foie. Donc, ces gens-là, non seulement il faut leur faire des transfusions tout le temps, mais en plus, il faut les mettre sur des traitements chélateurs du fer, carrément à vie. Maintenant, il y a des formes orales de traitement de chélateurs du fer, mais qui ne sont pas toujours bien tolérées. Et sinon, c'est des formes par des pompes qui vous infusent ce traitement par voie sanguine. Donc, si vous voulez, c'est une maladie très grave, très lourde. Dans des pays où le système de santé est correct et où on peut faire des transfusions régulières et on peut les suivre, etc., ça permet probablement une espérance de vie, probablement pas normale, mais enfin, ça a beaucoup prolongé l'espérance de vie des thalassémiques. Il est évident que dans des pays où les systèmes de santé ne sont pas aussi performants et organisés, c'est une catastrophe. Donc, ça veut dire que, on peut se dire, voilà, la bêta-thalassémie, c'est quoi? C'est un gène bêta qui est anormal, qui ne fonctionne pas, qui est produit soit en quantité, enfin, la protéine est soit pas du tout produite, soit produite en quantité réduite, insuffisante, et entraînant cette anémie.
Ah oui, alors je disais que, à part les transfusions, on peut aussi éventuellement faire des transplantations de moelle. Mais là aussi, comme vous le savez, transplantation de moelle, ça veut dire qu'il faut un donneur qui soit compatible. On n'a pas toujours des donneurs compatibles, même le plus souvent, c'est difficile à trouver. Et même si on a un donneur compatible, vous avez la transplantation est un acte dangereux. Il peut y avoir des réactions greffon contre l'autre, le rejet de la transplantation, ce qui fait que dans tous les protocoles de transplantation médulaire, je dirais il y a à peu près 20% qui décèdent des suites de la transplantation. Donc c'est quand même une thérapie qui est utilisée je dirais, en désespoir de cause, et qui a, comme dit, sauvé 80% des gens qu'elle traite, et de manière extraordinaire, mais dans 10 ou 20% des cas, elle est responsable de leur décès. Donc c'est quand même pas évident. Donc la thalassémie, on peut se dire, ou l'anémie falciforme, disons la thalassémie, peut être une bonne cible de thérapie génique, puisqu'on pourrait se dire à ce moment-là, on remet un gène bêta fonctionnel, et en plus c'est dans les cellules sanguines, donc les cellules sanguines c'est toujours plus facile, comme je l'avais dit déjà pour les immunodéficiences, à cibler, puisqu'on peut sortir les précurseurs de la moelle, les infecter avec un virus qui va transporter le gène et les remettre. Alors, le problème spécifique de la thérapie génique pour les hémoglobinopathies, par rapport à ce que je vous ai raconté la dernière fois pour les immunodéficiences ou même pour l'adrénoleucodystrophie, les immunodéficiences, c'était le meilleur des cas, en tout cas les quelques immunodéficiences, il y en a 2 ou 3 à l'heure actuelle où les essais thérapeutiques ont montré que ça marchait, c'est que carrément, c'était des maladies où les lymphocytes ne se divisaient pas, donc il y avait un déficit de lymphocytes, et d'apporter le gène correcteur donne un avantage tel aux lymphocytes que vous avez corrigés, ou en tout cas si vous avez corrigé les précurseurs, qu'ils vont pouvoir se multiplier et recoloniser, si vous voulez, refaire un système immunitaire. Donc c'est cet avantage sélectif au niveau de la cellule qui doit exprimer ce gène. Le problème, oui ? Oui. Voilà, c'est ce que... Exactement. Oui. Oui, enfin, on prend les cellules sanguines. C'est ça, oui. Oui. Donc, je vais juste revenir à terminer. Donc, pour l'adrénoleucodystrophie dont je vous avais parlé la dernière fois, déjà, on n'avait pas cet avantage sélectif. Donc, ça voulait dire qu'il fallait être très efficace pour arriver à corriger suffisamment de cellules pour que la correction puisse être efficace. D'où l'utilisation d'ailleurs des lentivirus, parce que c'est seuls ceux qui sont capables de corriger d'abord vraiment les précurseurs, les cellules souches. Ça, c'est une première chose. Mais, disons, dans l'adrénoleucodystrophie, il y avait le gène qu'on cherche à introduire est un gène qui s'exprime à un faible niveau. Donc, si on fait de la thérapie génique, il faut pouvoir corriger une proportion suffisante de cellules, mais on n'a pas besoin que ce gène fonctionne à plein. Le problème, c'est que le globule rouge, c'est un sac à hémoglobine, et donc il ne suffit pas juste qu'il y ait un peu d'hémoglobine, il faut qu'il y en ait beaucoup.
Donc, il n'y a pas seulement un problème de quelle proportion de cellules on a corrigé, mais arriver à faire que le gène qu'on a introduit fonctionne d'une manière extrêmement efficace pour arriver à produire suffisamment de protéines pour que ça ait un intérêt thérapeutique. Donc, il y a eu dans les années, disons, 80-90, beaucoup de recherches sur comment sont contrôlées dans l'organisme l'expression des gènes globines. Comment se fait-il que justement l'organisme arrive à en produire autant? Et ça a permis d'identifier ce qu'on appelle des locus control regions, c'est-à-dire des séquences qui sont en fait très éloignées des gènes globines, mais qui contrôlent l'efficacité de l'expression, de la transcription de toute la région où il y a ces gènes. Et donc, d'avoir identifié ces locus control regions a permis de bricoler effectivement des vecteurs de thérapie génique qui contiennent ces locus control regions et dont, sur des expériences sur des modèles de souris, on montrait qu'effectivement, ils arrivaient à bien marcher. Donc, pour pouvoir infecter suffisamment de cellules souches pour que on puisse corriger, je dirais, suffisamment de proportion de cellules de la lignée érythroïde, de la lignée qui va produire les globules rouges, on utilisait l'antivirus, parce que, comme je l'avais dit, les rétrovirus, ce n'est pas vraiment suffisamment efficace sur les cellules souches. L'antivirus, donc, et dans cette expérience donc, qui a été faite chez Alain Fischer et Marina Cavazzano-Calvo, donc pas loin d'ici, là, à Necker, en collaboration avec un Français qui est aux États-Unis, M. Le Boulch. Donc la stratégie, c'était de prendre à partir de la moelle osseuse, c'est ce qui est ici indiqué, à partir de la moelle osseuse du patient, les cellules souches, c'est-à-dire qu'on peut je dis c'est les cellules CD34 positives, c'est-à-dire qu'on peut isoler et purifier des cellules qui sont enrichies en cellules souches, on les cultive, on les infecte avec ce lentivirus, et là ça a été un lentivirus, j'allais dire de dernière génération, c'est-à-dire qui est censé être plus safe, plus sûr que par exemple les rétrovirus dont je vous ai parlé, d'une part parce qu'il a ce système qu'on appelle self-inactivating, c'est-à-dire que lorsqu'il va répliquer à l'intérieur de la cellule l'ARN pour intégrer l'ADN, c'est censé détruire ou déléter ces LTR, ces long terminal repeat, qui sont des activateurs puissants d'expression génique et qui étaient la cause de ces leucémies dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, self-inactivating, ça c'est bon. Et en plus, on y met ces séquences insulatrices qui font que des séquences régulatrices pour un gène ne peuvent pas aller, en principe, activer le gène qui est de l'autre côté ou qui est là où, par hasard, le vecteur s'est intégré. Donc, on infecte ces cellules, on vérifie qu'effectivement, elles ont été correctement infectées, mais en parallèle, on traite le malade par une chimiothérapie lourde, qui est une chimiothérapie qui va détruire, je dirais, une bonne partie des cellules de sa moelle. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour faire de la place aux cellules corrigées. Parce que si on ne détruit pas les cellules souches du patient, les cellules qu'on va apporter
seront, je dirais, en minorité et ne vont pas pouvoir coloniser, elles n'auront pas la place, il s'agit de faire la place, de faire une niche. Donc, chimiothérapie lourde, donc c'est un protocole d'ailleurs de transplantation médulaire classique. On fait une chimiothérapie, c'est une partie du danger de la transplantation médulaire, c'est que vous commencez par... voilà. Et vous mettez ça, et donc ça a été fait chez un patient. Alors, c'était qui ce patient ? Oui, alors, donc, il s'agit de bêta-thalassémie. Donc, bêta-thalassémie, c'est une forme de bêta-thalassémie qui est très fréquente dans le sud-est asiatique, en Thaïlande, au Cambodge, etc. Comme j'ai dit, voilà, c'est des gens qui sont complètement dépendants de d'apport de sang, donc de transfusion. Et la seule thérapie curative, c'est la transplantation médulaire, mais la plupart des patients n'ont pas un donneur qui soit compatible, et vous avez les risques de réjection ou de réaction du greffon contre l'autre. Et donc, il y a un patient qui était un garçon de 18 ans, voilà, un garçon de 18 ans qui, depuis l'âge de 3 ans, était sous transfusion mensuelle, qui a subi une ablation de la rate, une splénectomie à l'âge de 6 ans, et qui est sous traitement chélateur du fer par voie parentérale depuis l'âge de 8 ans. Donc, il était volontaire pour cet essai clinique. Donc, on lui utilise ce lentivirus, ses propres cellules corrigées. Et là, vous voyez, c'est à partir de cette transplantation de cellules corrigées autologues, c'est son taux d'hémoglobine. Et chaque fois qu'il y a un point rouge, c'est qu'on lui a fait une transfusion parce que l'hémoglobine, on est tout le temps en train de suivre son hémoglobine. Quand ça chute, on refait une transfusion. Donc vous voyez, des transfusions, même plus qu'une fois par mois. Vous voyez, à chaque fois, transfusion, ça remonte, ça redescend, on lui refait une transfusion, etc. Voilà. Et de temps en temps, il a vraiment des taux très faibles. Donc ça a mis à peu près 8 à 9 mois, non, une dizaine de mois, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'on pouvait arrêter les transfusions et que ça repartait tout seul, sans transfusion. Donc à partir de là, il n'avait plus de transfusion et vous voyez, son hémoglobine augmentait lentement et il n'y avait plus ces espèces de vacillations. Donc ça, c'est une première chose. À tel point d'ailleurs ça marchait bien qu'on a pu lui arrêter son traitement chélateur du fer et simplement lui prendre du sang, comme on fait par exemple pour les patients qui ont de l'hémochromatose, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait cette accumulation de fer, on lui prend, je crois, 200 ml de sang tous les mois. Donc ça, c'est à chaque fois qu'on lui prend du sang pour essayer d'éviter cette accumulation de fer. Mais c'est quand même beaucoup moins embêtant que d'avoir une thérapeutique par une pompe toutes les nuits. Etc. Et alors, comment est-ce qu'on sait aussi que ça a marché ? C'est qu'on fait l'analyse par électrophorèse de son hémoglobine, ou pour HPLC sans doute, d'ailleurs. Et là, on pourrait dire, tiens, c'est en fait un patient qui est hétérozygote, double hétérozygote, pour d'une part un gène globine qui ne fabrique pas du tout de protéines, ce qu'on appelle bêta 0, donc il n'y a rien, et puis un gène, une mutation qui s'appelle bêta E, qui fait une bêta-globine qui est anormale, mais surtout qui est très peu produite. Donc on voit qu'il a un tout petit peu de bêta E, 3 mois après la transplantation, et beaucoup de bêta A. Pourquoi est-ce qu'il a beaucoup de bêta A ? Parce que la bêta A, c'est la bêta qui vient de la transfusion. C'est
l'hémoglobine en fait, du donneur de transfusion. Alors, ce qu'ils ont fait aussi pour bien reconnaître si ça avait marché, leur technique, c'est que dans leur lentivirus, ils n'ont pas mis un gène de bêta-globine tout à fait normal. Ils ont mis un gène de bêta-globine qui a une mutation, mais une mutation qui d'ailleurs est anti-falciformation, donc qui en principe protégerait contre une autre hémoglobinopathie qui est l'anémie falciforme, mais surtout qui est utilisée là pour voir la différence entre une bêta-globine qui est celle qui est apportée par le vecteur de thérapie génique et la bêta-globine qui pourrait être celle qui reste par les transfusions sanguines, etc. Donc on voit qu'à 12 mois, il y a plus de bêta-E, en fait, parce que sans doute l'hémoglobine est stabilisée. Il y a beaucoup moins de bêta-A, et on commence à voir cette bêta-A mutée qui est celle apportée, mais fonctionnelle, qui est celle apportée par le vecteur. Et à 27 mois, et vous voyez là il y a un suivi de 32 mois, il exprime pas mal de cette bêta-A mutée, donc produite par le vecteur lentiviral. On ne voit plus de bêta-A, puisque effectivement, à 27 mois, il n'a plus été transfusé depuis 17 mois. Donc, tout ce qui venait des donneurs de transfusion a disparu. Et en fait, comme ça a stabilisé l'érythropoïèse, on a même un peu plus d'autres chaînes qui peuvent aussi jouer un rôle positif, les chaînes gamma, qui sont des chaînes fœtales, que vous voyez qui sont mieux exprimées ici qu'elles étaient. Donc, tout est très bien, et on pourrait se dire, ben voilà, il a été vraiment corrigé avec je dirais, un recul. Maintenant, c'est 2 ans de correction. Mais évidemment, comme c'est la même équipe, de toute façon c'est maintenant standard, mais c'est la même équipe qui avait vu dans les premiers essais de thérapie génique sur les immunodéficiences qu'il pouvait y avoir des clones de cellules corrigées qui pouvaient être délétères parce que, par exemple, c'est des clones leucémiques. Grâce aux techniques de séquençage haut débit qui sont disponibles maintenant, on peut examiner dans les cellules hématopoïétiques du patient où se trouve le rétrovirus dans, je ne dirais pas chaque cellule, mais dans une représentation des cellules du patient, sachant que si vous voulez, quand vous infectez les cellules, vous infectez une population de cellules souches avec une population de virus, et vous allez avoir des virus qui vont se mettre au hasard dans le génome. S'ils se sont mis effectivement dans une cellule souche qui ensuite peut se différencier et donner lieu à des cellules érythroïdes, on va le retrouver ce qu'on appelle le site d'insertion. On va pouvoir voir qu'il y a 3% des cellules qui ont un site d'insertion dans un gène donné, dans le gène FMBXL1 ou dans tel autre gène. Donc on fait, si vous voulez, une espèce de cartographie par séquençage. Hein, on prend les cellules sanguines du patient et on va étudier, donc par séquençage, près de quel gène s'est inséré le rétrovirus. Et vous voyez qu'à 3 mois, 5 mois, il y a plein de gènes différents, parce que chaque gène, chaque insertion est représentée par une couleur. Vous voyez, plein de gènes différents. Il y en a qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Enfin, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à partir de 6 mois, il y a un clone où il y a une insertion près du gène HMGA2, c'est une High Mobility Group Protein, c'est des protéines de la chromatine
qui sont des protéines de régulation de l'expression génique, vous voyez que ce clone envahit petit à petit les cellules hématopoïétiques de ce patient jusqu'à être plus de 70% de ces cellules, un clone cellulaire. Alors, au moment où ils écrivent le papier, ce clone n'a pas l'air d'être un clone leucémogène. Hein, ça a l'air d'être encore une cellule qui se comporte normalement. C'est une cellule érythroïde qui se comporte normalement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se trouve qu'effectivement, on sait que ce gène HMGA2 est un gène qui peut jouer un rôle dans la réplication, dans la division, de stimuler la division de cellules myéloïdes. Et c'est un gène dont l'expression est contrôlée par un micro-ARN. Vous savez, ces micro-ARN, c'est une découverte relativement récente qui a donné lieu d'ailleurs à des prix Nobel. C'est des petits ARN non codants, mais qui régulent l'expression, la stabilité ou la traduction d'autres d'ARN messagers. Il se trouve donc que ce gène HMGA2, normalement, est contrôlé de manière négative par un micro-ARN, et que pour ça, il faut que ce micro-ARN trouve dans le gène HMGA2 une cible, et que lors de l'insertion de l'antivirus, cette région de réponse au micro-RNA a été délétée. Donc, ça a créé un gène HMGA2 qui n'est plus régulé par ce micro-ARN. Ça, c'est un premier événement. Un deuxième événement, en principe, ils avaient mis des insulateurs dans leur lentivirus. Il se trouve qu'ils ont vérifié que dans ce clone-là, un des deux insulateurs qu'ils ont mis, il a sauté. Il se passe des choses quand ça s'intègre dans le génome. Donc, si vous voulez, un de leurs verrous a sauté. Et donc, ce gène HMA2 est maintenant exprimé à la fois sous le contrôle des promoteurs et des séquences de contrôle LCR qui devaient pousser à bien synthétiser le gène thérapeutique, le gène globine, bêta-globine, et d'autre part, un autre verrou qui est un verrou normal de régulation de ce gène HMGA2 a sauté aussi. Donc, voilà, c'est un peu compliqué, mais ce qu'ils pensent, c'est qu'il y a eu, parmi toutes les intégrations possibles, hein, vous voyez, il y a plein d'intégrations différentes dans le génome, près de gènes différents, mais parmi toutes les intégrations possibles, il y a eu une cellule souche où l'antivirus est intégré près du gène HGMA2. Ceci a donné un avantage sélectif à un progéniteur myéloïde parce que, en fait, ce gène, l'insertion HGMA2 n'est pas détectable dans les lymphocytes. Alors, vous savez qu'au départ, il y a des cellules souches qui sont à la fois précurseurs pour les lymphocytes et pour la lignée granulocyte et la lignée érythroïde. On ne voit pas d'insertion dans les lymphocytes, donc probablement ça s'est fait vers une cellule qui était déjà commis à être un précurseur de cette partie. Et ça a donné des propriétés à un des progéniteurs, donc myéloïde, qui
qui a eu cette insertion de, je dirais, se diviser plus facilement, de se renouveler et de se diviser plus facilement. Alors, on trouve dans les granulocytes et dans les érythroblastes, on trouve la même proportion d'insertion. Par contre, l'RNA SGMA2 n'est exprimé que dans la lignée érythroïde. Et pourquoi? Parce qu'il est sous le contrôle des éléments de régulation érythroïde que l'on a mis pour faire exprimer la bêta-globine. Donc, il y a 10 000 fois plus d'expression de ce gène HMA2. Et alors là, dans leur discussion, il y a un problème. Pour le moment, cette cellule qui est devenue maintenant plus de 70% des cellules granulocytes et érythroblastiques du patient ne montre pas des signes de leucémogénèse. C'est un clone qui a envahi, mais qui reste régulé, si vous voulez. Et il se trouve qu'il cite qu'il y a au moins une personne qui a été identifiée avec un clone similaire et qui n'a pas de leucémie. Donc, il dit c'est peut-être pas du tout dangereux. Mais enfin bon, on ne sait pas trop. Et alors, l'autre chose intéressante, c'est qu'on peut se demander, est-ce que d'avoir eu cette insertion, c'était dangereux? Ou au contraire, est-ce que ça a contribué à l'efficacité de la thérapie génique? Parce que si vous voulez, on voit que ce clone s'est très bien divisé, puisqu'il devient maintenant 70% des cellules. S'il n'était pas là, on peut se demander est-ce que les autres auraient compensé, etc. Donc, à la limite, on se retrouve avec cette insertion qui, pour le moment, n'a pas l'air d'affecter le malade qui a été traité, dont on peut se demander si elle n'a pas contribué d'ailleurs au résultat positif. Mais je pense que c'est ce résultat-là qui fait que ce papier, qui est un très joli papier, c'est un papier de thérapie génique sur un patient, parce que je pense qu'ils sont, pour le moment, un petit peu, je dirais, embêtés de savoir est-ce qu'on peut continuer à traiter des patients, puisqu'il reste quand même ces problèmes d'intégration, etc. Et donc, ça laisse quand même un point d'interrogation par rapport à est-ce que c'est vraiment une thérapeutique sûre, possible pour les thalassémies. Mais enfin, c'est quand même un résultat, comme dit, impressionnant, puisque sur une période de 2 ans, enfin 3 ans après cette transplantation autologue, mais disons au moins sur un recul de 2 ans, où, je dirais, ce patient est, je dirais, guéri de sa bêta-thalassémie. C'est quand même un résultat assez extraordinaire. Donc, voilà. Alors, juste pour vous citer aussi qu'il y a des choses qui sont en train de se passer alors pour des maladies plus fréquentes et qui sont des maladies communes. Il y a une boîte de biotechnologie qui s'appelle Oxford Biomedica, qui a signé, je crois, un accord, oui, avec Sanofi Aventis, voilà, pour développer des thérapeutiques lentivirales pour une des formes, ce qu'on appelle la forme humide, qui est la plus rare, malheureusement, pour la thérapeutique de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Cette dégénérescence maculaire liée à l'âge étant une cause de perte de capacité visuelle chez les personnes âgées, enfin chez une partie des personnes âgées, mais c'est quelque chose qui est quand même qui touche à peu près 7 à 10% des personnes âgées, donc c'est une cause de perte de fonction visuelle importante dans 10% des personnes âgées.
Et la forme dite humide de dégénérescence maculaire liée à l'âge est liée à la prolifération de vaisseaux dans la macula, dans la rétine. Et là, il s'agit d'avoir des lentivirus qui vont exprimer des protéines anti-angiogéniques, donc qui vont essayer de lutter contre cette prolifération de vaisseaux sanguins. Et donc là, il y a une phase 1-2 qui va commencer bientôt, donc co-financée ou co-organisée par Oxford Biomedica et Sanofi Aventis. Alors, je vous ai parlé donc de vecteurs rétroviraux, je vous ai parlé de vecteurs lentiviraux. Il y a un autre type de vecteur qui a le vent en poupe, c'est les vecteurs adeno-associated virus. Je vous avais parlé qu'un des premiers vecteurs qui avait été utilisé, c'est l'adénovirus, qui avait été trouvé très immunogène et inflammatoire et qui est, je dirais, pratiquement abandonné. Par contre, qu'est-ce que c'est cet AAV? C'est un virus, un petit virus qui a l'air tout à fait anodin, puisqu'il n'y a pas de pathologie connue liée à l'AAV. Et c'est un virus qui a besoin d'ailleurs, dans sa vie normale, de l'adénovirus, parce que c'est un petit virus. Il ne code que pour 2 protéines. Hein, il n'a que 2 gènes, ce petit virus. Ce n'est pas suffisant pour en faire un virus autonome. Et donc, il a besoin d'adénovirus, de co-infecter une cellule infectée par l'adénovirus, qui, lui, va lui fournir quelques-uns des gènes qui sont nécessaires pour sa réplication. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle adéno-associated virus. C'est ce qu'on appelle un parvovirus, qui a un ADN simple brun. Et, je dirais, le virus normal, le non bricolé pour la thérapie génique, s'intègre dans un seul site spécifique du génome humain, sur le chromosome 19. Et quand ça avait été trouvé en 1991, le papier d'un type qui s'appelle Samulski, qui a beaucoup fait pour le développement de l'AAV comme un vecteur de thérapie génique, mais aussi d'ailleurs comme un vecteur d'études biologiques par exemple sur des modèles souris. Maintenant, c'est quelque chose que tout le monde utilise, cet AAV, comme un vecteur aussi pour faire de la recherche fondamentale, pour arriver à introduire un gène dans un tissu donné d'une souris, par exemple. Eh bien, lui, il disait, ben voilà, c'est formidable. Ce vecteur, ce virus AAV, s'intègre toujours au même endroit. Apparemment, c'est un endroit où il n'y a pas de gène. Et donc, si on utilise ça, on n'aura pas ce problème d'insertion au hasard qui fait qu'on a des choses qu'on ne veut pas parce que le virus s'est mis quelque part et a fait une dysrégulation d'expression d'un gène qui fait qu'on a tout d'un coup une leucémie, un cancer, etc. Donc ça, c'était ce qui paraissait être l'avantage. En fait, c'en est pas un, parce que dès qu'on commence à le bricoler, il perd cette propriété de s'insérer dans un endroit donné du génome. Par contre, en fait, il peut rester très longtemps à l'état épisomique, c'est-à-dire il ne s'intègre pas dans le génome, donc il n'y a pas de mutagénèse insertionnelle, mais il reste là et il peut fonctionner. Et alors, pour vous donner quand même une idée je dirais, de l'explosion de l'AAV, j'ai fait une recherche bibliographique avec les termes AAV and gene therapy, c'est-à-dire pour éliminer tout ce qui est utilisation de l'AAV comme outil, je dirais, de recherche. 40 articles de 1991 à 1995, plus de 300 de 1996 à 2000, et maintenant de 2006 à 2010, 950 articles publiés avec dans le titre le mot AAV et thérapie génique. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très utilisé. Et voilà quelques exemples des articles
très cités. J'ai mis en bleu le nombre de fois où ils ont été cités dans la littérature pour indiquer que c'est des articles qui ont marqué, qui ont été cités énormément. Les premiers articles des 94, 96, 97, c'était de montrer sur des modèles souris qu'on pouvait avoir une expression à long terme du gène qu'on allait introduire avec ces vecteurs AAV, à la fois dans le cerveau ou dans le muscle. Vous voyez, Muscle Directed Gene Therapy, etc. C'est-à-dire que quand on introduit un gène à l'aide d'un vecteur AAV, eh bien, 3 mois, 6 mois, 12 mois après, on trouve encore une forte expression de ce gène, soit effectivement donc ici dans le cerveau, soit dans le muscle. Un autre aspect très intéressant, c'est qu'il n'y a pas un AAV, il y a toute une zoologie des AAV, ce qu'on appelle des sérotypes, qui diffèrent par notamment leur capside. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que selon le sérotype qu'on allait utiliser, eh bien, on pouvait avoir un vecteur qui ciblait plus le cerveau, qui ciblait plus le muscle, qui ciblait plus la rétine, etc. Et là, il y a, je dirais, le papier 3 étoiles, parce que là, c'était un papier donc, en 2001, dont je vais parler un peu, et puis de la suite. C'est que ce papier montrait qu'avec un vecteur AAV, on était capable de corriger, je pense que c'était sur un recul de 4 ou 5 mois à l'époque, non plus une petite souris, mais un modèle de chien d'une maladie humaine qui conduit à une cécité extrêmement sévère et précoce, qui est l'amorose de Leber. Donc ça a vraiment été, je dirais, en 2001, ça fait 10 ans, vraiment un papier fondateur, parce que guérir une souris, c'est pas très difficile. Je me rappelle un jour une personnalité importante d'une compagnie pharmaceutique, Bristol Myers Squibb, qui disait le nombre de stratégies qui ont permis de guérir le cancer chez des souris, c'est absolument incroyable et aucune n'a marché chez l'homme. Donc, si vous voulez guérir une souris, c'est pas. D'abord, la souris c'est tout petit. Deuxièmement, sa durée de vie c'est beaucoup bien moindre qu'une souris, qu'un homme. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que donc ces vecteurs AAV, juste pour les décrire? Donc, c'est un virus qui est très simple. Normalement, si vous voulez, il a ces LTR qui à la fois sont importantes pour l'insertion du virus, quand je vous ai dit que c'est un virus qui s'intègre, mais qui fournissent aussi des promoteurs. Et puis, il a ici quelque part une séquence d'encapsidation puisqu'il y a les protéines de la capside. Alors, et il y a juste 2 gènes, un gène REP pour la réplication de cet ADN simple brun et un gène CAP qui fournit les protéines de la capside. Eh bien, pour l'utiliser comme vecteur de thérapie génique, eh bien, carrément, on enlève tous les deux gènes, là, le CAP et le REP, on les enlève, et on peut les remplacer par le gène thérapeutique avec les séquences régulatrices que l'on veut choisir pour ce gène thérapeutique. Sauf qu'évidemment, pour pouvoir produire ce virus, il va falloir fournir quand même, lors de la production, les protéines qui sont nécessaires de réplication et de capside. Et il va falloir aussi fournir, puisque je dis c'est adeno-associated virus, les gènes de l'adénovirus qui sont nécessaires pour sa réplication. Et alors ça se fait grâce à des cellules productrices qui expriment ces gènes qui vont complémenter, mais qui ne vont pas se retrouver dans le virion qui va être utilisé pour la thérapie génique.
Alors, une des limitations quand même, c'est qu'on ne peut y mettre au maximum que 4500 nucléotides. Or, si on regarde, par exemple, le gène de la dystrophine, qui est la protéine qui est mutée et absente dans la myopathie de Duchenne, fait 9000 ou 10 000 nucléotides. Donc, il est trop petit, par exemple, un vecteur AAV, c'est trop petit pour avoir un gène dystrophine complet, codant pour la dystrophine complète. Mais quand même, 4500, c'est déjà pas mal pour beaucoup de gènes codant pour des protéines de taille, je dirais, normale. L'autre avantage donc, de l'AAV, c'est comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de sérotypes. Et donc maintenant, on peut avoir toute une, je dirais, zoologie aussi de vecteurs. On met donc dans les cellules qui vont être utilisées pour impacter le virus, on met toujours une réplicase qui vient du sérotype 2. Mais ce qu'on peut faire, c'est des capsides qui viennent du sérotype 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, quel est l'intérêt? C'est comme je vous l'avais dit, que, par exemple, pour le muscle, le sérotype 1 et 2 et 7 marchent très bien. Je crois que le 9 marche pour le système nerveux. Pour le 4, je crois, c'est pour la rétine, etc. Donc vous avez des spécificités. Alors la spécificité, ça peut avoir deux intérêts. C'est d'avoir une expression plus forte là où vous voulez vraiment que votre gène thérapeutique soit exprimé. Et puis aussi éviter qu'il s'exprime là où on ne voudrait peut-être pas. Et surtout que plus vous exprimez un peu partout un gène, plus vous avez de chances que vous ayez une réaction immunitaire forte. Donc, si vous voulez, ça permet maintenant de voir, pour une application particulière, qu'est-ce qui va être le plus utile. Donc, comme je l'ai dit en 2001, ce papier d'auteur américain, qui sont ceux maintenant qui travaillent sur les essais cliniques, d'ailleurs, pour cette maladie. Donc, ça, c'est le résumé qui dit simplement, jusqu'à présent, on avait montré que la thérapie génique pour la rétine, on pouvait corriger sur des modèles souris, mais les modèles souris, comme je vous ai dit, c'est tout petit, et qu'il n'y avait jamais eu d'études sur un modèle animal plus grand. Il se trouve qu'il y a, pour une maladie qui s'appelle l'amorose de Leber, et plutôt pour une des formes de la maladie, j'y reviendrai, donc une maladie qui est responsable de cécité précoce chez les enfants atteints, il y a un modèle naturel chez le chien Briard, je crois, au départ. C'est une mutation naturelle, hein, on ne sait pas bricoler pour le moment le génome du chien, puis ça coûterait très cher, ne serait-ce qu'en animalerie. Mais de temps en temps, il y a des chiens qui ont des mutations comme nous, et de temps en temps, ces mutations surviennent dans des gènes qui correspondent à un gène d'une maladie humaine. Et avec un peu de chance, en plus, il va exprimer le même phénotype. Et donc, dans ce cas-là, ça donne des chiens aveugles. Donc, ils ont pris un AAV qui code pour le gène RPE65, qui est un des gènes qui peut être déficient dans l'amorose de Leber. Et il dit que donc ils avaient traité 3 chiens, ils les avaient traités vers environ 10 mois, et ils avaient injecté le virus, donc bricolé l'AAV avec RPE65 par injection sous-rétinienne. Et il disait que les 3 chiens traités ont une fonction visuelle restaurée, et ceci, c'est à la fois en faisant de l'électrorétinogramme, qui regarde chez un patient ou chez un chien qui a une amorose de Leber, l'électrorétinogramme qui traduit la fonction des cellules
nerveuse de la rétine est plat. Il n'y a rien. Et donc, on récupère du point de vue électrophysiologique et surtout des tests de comportement qui montrent que le chien commence à voir alors qu'avant, il ne voyait rien. Donc, juste ce que c'est l'amorose de Leber, donc c'est ce qu'on appelle une dystrophie rétinienne. Elle est congénitale, c'est-à-dire que les enfants, carrément, dès la naissance, sont quasiment aveugles, ou en tout cas ont une vision très réduite. Et cette vision va encore baisser, ce qui fait que ça conduit à une cécité totale. En général, à l'âge de 20-30 ans, ils sont complètement aveugles, mais même quelquefois avant. C'est une maladie rare, 3 sur 100 000, mais ça fait quand même 1000 à 2000 patients en France. C'est toujours la même chose quand on dit maladie rare, ça n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique. Ça fait quand même pas mal de monde, si vous voulez. Alors, il se trouve que c'est quand même une maladie compliquée, parce qu'il y a au moins 8 gènes différents qui, lorsqu'ils sont mutés, donnent ce qu'un bon ophtalmologue va appeler une amorose de Leber, sur les critères très précis de la maladie. C'est parce que différentes manières d'affecter la fonction des photorécepteurs ou de l'épithélium pigmentaire de la rétine peuvent donner le même résultat clinique qu'on appelle amorose de Leber. Donc, il se trouve que le gène RPE65, qui est le gène dont il y a les essais dont je vais vous parler, n'est impliqué que dans 6% des cas. Alors, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on utilise, on fait de la thérapie génique sur un gène qui est très minoritaire? Il se trouve, je pense, il y a 2 raisons. D'abord, pour ce gène, il existe ce modèle de chien. C'est un modèle de chien, il existe par le hasard. Donc, il n'existe, je ne pense pas, de modèle de chien pour tous les autres gènes. Donc, ça, c'est un premier hasard. Et ensuite, il code pour une enzyme et pas pour une protéine de structurée. Une enzyme, on peut toujours se dire que si on arrive à récupérer 5 ou 10% d'activité, ça pourra être très utile par rapport à une protéine de structure, par exemple. Et donc, on se disait, voilà, ça, c'est un bon cas. C'est une enzyme qui code pour une enzyme qui est nécessaire pour fabriquer le pigment visuel qui est dérivé de la vitamine A, le 11,6-rétinal, et qui est nécessaire pour que les photorécepteurs puissent enregistrer la lumière. Donc, je vous avais montré ce premier papier de 2001. Il y a aussi une excellente équipe française à Nantes autour de Fabienne Rolling et de Philippe Moulier. Philippe Moulier, c'est un spécialiste de l'adénovirus. Fabienne Rolling, c'était une ophtalmologue qui travaille donc sur ces aspects de thérapie génique, qui ont justement pris un nouveau sérotype, des nouveaux promoteurs pour avoir quelque chose qui soit plus spécifique, peut-être plus efficace, et qui de nouveau ont fait une étude sur 6 chiens briards, avec donc ce sérotype qui est plus spécifique pour une expression dans la rétine, en prenant un promoteur qui est le promoteur normal du gène, et donc pour se dire que comme ça ne risque pas de s'exprimer dans des cellules où on ne veut pas que ça s'exprime. Et là, malheureusement, j'ai essayé de copier, il y a dans ce papier, il y a comme ce qu'on appelle Supplementary Information, une vidéo absolument extraordinaire, mais qui a été beaucoup montrée au Téléthon, d'un chien traité, c'est un chien donc, avec l'amorose de Leber, qui a été traité pour un œil. Et donc ce chien, on lui fait parcourir un labyrinthe, et soit on lui cache l'œil qui n'a pas été traité, soit on lui cache l'œil qui a été traité. Et vous avez la vidéo qui montre le chien à qui on cache l'œil non traité. En 7 secondes, il passe dans le labyrinthe sans se cogner, etc. Le
le même chien, maintenant on lui cache l'œil traité, et donc il n'a plus que l'œil traité, il met plus d'1 minute à sortir du labyrinthe en se cognant tout le temps parce qu'il n'y voit rien du tout. Donc si vous voulez, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est pour ça qu'effectivement, bon, c'est une équipe qui a été soutenue par la FM, donc effectivement ça avait été montré au Téléthon, mais c'est vrai que je me disais ça serait bien de vous le montrer, mais je ne suis pas arrivé à copier. Alors, il y a juste une chose, ils ont traité 6 chiens par ce virus-là. Hein. Il y a encore 2 chiens qui ont été traités par un autre virus, mais 6 chiens par ce virus, donc en injection sous-rétinienne. 5 des chiens ont été traités entre 8 et 11 mois, et il y en a un qui a été traité à 30 mois. Celui qui a été traité à 30 mois n'a rien récupéré. Donc ils n'en ont pas fait d'autres, mais si vous voulez, donc on peut se dire, c'est peut-être pas la faute à pas de chance, mais enfin, quand même, ce qu'ils pensent, c'est, si vous voulez, que la maladie progresse avec dégénérescence de photorécepteurs et qu'à un moment, vous avez passé la fenêtre d'opportunité thérapeutique. Donc 30 mois, le seul chien qu'ils ont traité à 30 mois, ça n'a pas marché. Hein, l'étude de 2001 que je vous avais parlé, ils avaient aussi traité des chiens entre 8 et 10 mois. Par contre, les 5 chiens qui ont été traités en 8 et 10 mois, donc, ça c'est justement ce test, les tests de comportement, notamment ce test de labyrinthe, vous voyez, ils sont tous corrigés, tous plus, sauf celui qui a été testé à 30 mois, où c'est moins partout. Et c'est stable, hein, comme ils disent, ils voient qu'il y a la récupération de la fonction des photorécepteurs commence 15 jours après l'injection et maximum à 3 mois, mais ensuite reste stable dans les animaux traités et avec, vous voyez, c'est 1 an de recul, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc c'est évidemment très encourageant. Et ceci fait qu'il y a eu des essais cliniques. Et là, si vous voulez, c'est tout ce problème des essais cliniques. C'est qu'effectivement, maintenant, on veut que les essais cliniques se fassent de manière rigoureuse, qui protègent le bien-être des patients et la volonté des patients, etc. Et donc, on commence à faire ça sur des adultes, parce que les adultes peuvent avoir un consentement éclairé, tandis qu'on peut se dire, un enfant de 3 ou 4 ans ne peut pas dire est-ce qu'il veut prendre le risque, etc. Donc là, il y a 2 essais cliniques qui sont parus en même temps dans le même journal, hein, dans le même numéro d'une revue très prestigieuse qui est le New England Journal of Medicine, en 2008. Chacun, 3 patients traités, des jeunes adultes. Hein, dans celui-là, c'est entre 19 et 26 ans. L'autre, je crois que c'est à peu près la même chose, aussi, des jeunes adultes. Et un suivi à relativement court terme, un suivi de quelques mois, 6 mois maximum, pour les 2 papiers. Donc, 3 patients chacun, 2 papiers dans le même. Alors, pour le papier américain, ils disent qu'en fait, les 3 patients avaient une amélioration modeste dans des mesures de la fonction rétinienne et sur des tests subjectifs d'acuité visuelle. Donc, les 3 détectaient mieux la lumière, tel qu'on peut le voir avec l'électrorétinogramme, et disaient qu'ils voyaient un peu mieux, et dans des tests aussi genre ces tests de labyrinthe, ça fonctionnait un peu mieux, ce n'était pas extraordinaire, ça fonctionnait un peu mieux. L'autre étude, l'étude anglaise, ça avait l'air d'être un peu moins bien, puisque sur 2 des patients sur 3, ils disent « We detected no change in retinal response en électrorétinographie », mais un des 3 patients avait une amélioration significative de la fonction visuelle, à la fois telle qu'elle était mesurée par
par des tests, ici micropérimétrie, je ne suis pas ophtalmologue, donc je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ce patient aussi a montré une amélioration dans un test subjectif de mobilité visuelle. Donc, il suggère que c'est quand même, ces deux papiers, suffisamment intéressants pour qu'on puisse, oui. Par rapport aux résultats que vous avez montrés avec les chiens, les patients ne sont pas trop vieux. Voilà. C'est exactement le problème. Mais je pense qu'ils ont dû commencer sur des patients probablement trop vieux, parce que c'était plus facile d'avoir l'autorisation pour faire de la thérapie génique avec un vecteur viral, etc., que sur des enfants de 3 ans. Et d'ailleurs, moi, comme je ne suis pas un spécialiste de ça, je ne sais pas ce qui n'est pas publié. Mais il n'y a, pour le moment, aucun autre essai clinique qui a été publié. Donc je pense que là, c'est tout le temps de préparer un autre essai clinique, d'avoir les résultats, etc. Donc je pense, si vous voulez, non, effectivement, c'est ça le problème, mais c'est un problème, je pense, qui est la même chose d'ailleurs pour le cancer, etc. Quand on a des traitements dont on n'est pas tout à fait sûr est-ce qu'ils risquent d'être dangereux, on commence à faire sur des patients qui sont déjà très avancés et quelquefois peut-être trop. Donc c'est exactement ça. Alors il y a une chose, oui, donc ça c'est quand même un des patients, c'était dans un de ces tests de mobilité visuelle, donc où ils doivent, je pense, s'orienter dans un test Pedestrian Accessibility, et où on mesure le nombre d'erreurs qu'ils font. Et vous voyez, un des patients, quand même, qui faisait beaucoup d'erreurs au départ, à 5 et 6 mois, il ne faisait plus d'erreurs, donc ça veut dire qu'il arrivait à voir un peu, au moins suffisamment pour s'orienter dans ce test. Oui, juste, ça c'est une des choses, dans les deux papiers, ils disent tous que, évidemment, les auteurs sont aussi impliqués dans des compagnies qui développent ces tests. C'est ce qu'on a. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit papier dans le New England Journal of Medicine qui est paru 1 an après, dans l'étude américaine, qui est un papier tout à fait intéressant. Enfin, c'est un tout petit papier, hein, c'est, je crois, une page, où ils disent que ils ont remarqué que c'est la fovea, c'est là où où l'acuité visuelle se fait, et que, en fait, un des patients, 1 an après le traitement, a commencé à utiliser une autre région de sa rétine qui avait été traitée comme fovea, et donc ce qui lui permettait de récupérer de l'acuité visuelle. Et donc, il suggère que d'une manière non attendue, il y a eu suffisamment de plasticité du système visuel pour faire qu'une région qui normalement ne doit pas être fonctionnellement une fovea, mais qui avait été une des régions traitées, a récupéré cette fonction et maintenant est utilisée par le patient pour cette acuité visuelle. Donc ça suggère qu'on peut quelquefois, au bout d'1 an, récupérer par cette plasticité de l'efficacité. Donc, pour le moment, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de publication sur un nouvel essai clinique, et je suppose qu'effectivement, ce qui serait tout à fait important, parce que, comme je l'ai dit, les enfants, c'est une maladie congénitale. Les enfants ne sont pas tout à fait complètement aveugles à la naissance, mais enfin, ils ont une vision très réduite, et ça va empirer. Ça, c'est de faire un test chez les enfants. Alors, je ne sais pas si c'est en train de se faire ou pas, mais c'est évident que c'est ce qu'il faudrait.
Par contre, alors ça c'est un papier aussi encourageant qui est très récent, de 2011, parce que c'est toujours le problème, par exemple, on va se poser la question, imaginons que ce traitement marche un peu, mais que ça dure 3 ans. Est-ce que si on refait une thérapeutique au bout de 3 ans, il n'y aura pas une réaction immunitaire qui fait qu'au bout de 3 ans, ça ne marchera plus? Ou est-ce qu'on peut faire les 2 yeux, par exemple, aussi? Et là, donc, ils ont montré là maintenant sur 9 chiens qui avaient été traités sur un œil au départ, et ils sont revenus 90 jours à 180 jours après pour traiter le 2e œil. Et bien qu'ils ont vu qu'il y avait une réponse, un anticorps contre cet adénovirus, ça n'a pas empêché ou réduit l'efficacité de l'intervention sur le 2e œil. Donc, ils disent que this finding has important implication, que c'est très encourageant, si vous voulez, que sur ce modèle de chien, il y a eu effectivement une réponse immunologique, mais une réponse immunologique qui n'empêche pas l'efficacité de la thérapie. On va peut-être s'arrêter 3-4 minutes, le temps que je reboive un peu, répondre à des questions, et puis on recommence dans 5 minutes.